débunker ce mythe, c'est super important. Parce que ça veut dire que si tu es une personne qui n'a pas de souvenirs ou peu de souvenirs, tu peux entamer ton chemin vers la régulation et tu peux guérir pleinement. Okay, il n'y a pas besoin d'attendre un miracle de mémoire pour commencer ce travail. On travaille avec ce qui est accessible aujourd'hui et on a confiance que notre système nous présentera ce qu'on peut gérer petit bout par petit bout. Et je te demande de me croire ici, quand on fait ce travail correctement, c'est ce qui se passe. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Welcome back dans cet épisode où je débunk les plus grands mythes sur le trauma. Waouh, ça sonne grandiose, dit comme ça. Let's go. Pour rappel, dans la partie 1, nous avons débunké les mythes suivants. Il faut se sentir en sécurité et prêt ou prête pour commencer à guérir. Il n'y a pas besoin de théorie pour faire ce travail et pour se réguler. Le trauma est uniquement un problème psychologique. La thérapie par la parole suffit pour guérir le trauma. Le temps guérit toutes les blessures. Si t'as pas écouté cet épisode, si t'as pas écouté la première partie, je t'invite à le faire. Et aujourd'hui, on continue avec ces mythes-là. Donc il nous reste 4 mythes. On a besoin de trembler pour relâcher ses traumas. On guérit uniquement en relation. Il faut se rappeler de tout pour guérir, il faut avoir des souvenirs. Tout ce dont tu as besoin, c'est de développer l'amour de toi. Donc, notre mythe numéro 6, c'est le premier de cet épisode. On a besoin de trembler pour relâcher ses traumas. Pourquoi ce mythe persiste ? Cette idée, elle vient de l'observation des animaux et de certaines techniques récentes, comme la TRE par exemple. Et comme d'habitude, il y a de la vérité là-dedans. Dans la nature, on voit souvent un animal, après avoir échappé à un danger, trembler de tout son corps pour évacuer la peur, évacuer le stress. Okay ? Ça a beaucoup d'ailleurs inspiré Peter Levine pour son travail et la modalité qu'il a créée, la somatic experiencing, qui est la modalité aujourd'hui pour travailler avec les traumatismes. Donc, Peter Levine, il a décrit comment les humains, nous, on possède aussi, en fait, cette réaction biologique de décharge, un tremblement, des secousses involontaires, en fait, qui peuvent survenir quand le système nerveux autonome, il libère du stress. Donc, nous, on a ça aussi, d'accord ? Et il y a des techniques comme la TRE. TRE, c'est un acronyme pour Tension and Trauma, le T, Tension and Trauma Releasing Exercises. La TRE, elle a fait de ça un outil central. Okay ? J'avais enregistré un épisode de podcast avec Safia Arnoux sur le sujet, si ça t'intéresse, c'est l'épisode 23 sur la TRE. Qu'est-ce qu'on fait en TRE ? L'idée, c'est de provoquer volontairement des tremblements musculaires pour libérer les traumas. Okay ? Donc, et le succès de la TRE et puis des vidéos qui ont pu être faites autour de ça, ça a pu populariser cette idée qu'il faut absolument trembler pour guérir. Ici, il y a 2 choses. Déjà, je pense que l'idée d'une guérison cathartique, spectaculaire, voilà, on imagine qu'une session de tremblement va tout résoudre, c'est séduisant, c'est sûr. Malheureusement, ça marche pas comme ça quand on travaille avec le système nerveux. On sait qu'on doit travailler par petites étapes. Deuxième chose, ça peut sembler intuitif, c'est cette décharge par les tremblements, parce qu'on a tous déjà expérimenté ça. On a le trac, on est super stressé, ou après un choc, d'expérimenter des légers tremblements, et puis ensuite, on se sent plus calme. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on extrapole un peu ce phénomène en le rendant systématique, en disant, du coup, pour libérer mes traumas, il faut que je tremble. Donc, je dis pas que ça sera pas bénéfique dans certains cas, je dis juste que selon moi, il faut laisser venir le tremblement de manière organique et pas le forcer. S'il vient, le tremblement, super. S'il vient pas, super aussi. Donc pour moi, le tremblement, il est ni suffisant, ni toujours nécessaire pour libérer un traumatisme. Okay ? Et ici, c'est la même chose, on veut être précautionneux et on veut toujours respecter sa capacité. Ça, c'est vraiment tellement important. Si on force une grosse réaction de tremblement, ça peut être contre-productif et se retourner contre nous. Comme tout ce qu'on fait qui serait trop. Toutes les pratiques cathartiques, j'en ai parlé dans la partie 1 de cet épisode.
Et puis, chaque système est différent. Certaines personnes, elles vont naturellement passer par des tremblements ou voilà, des spasmes comme ça involontaires quand elles libèrent de l'énergie de survie, et c'est OK si ça vient spontanément, mais d'autres, non. La libération, elle peut prendre d'autres formes. Ça peut être un soupir profond, ça peut être des larmes, ça peut être des bâillements, ça peut être une sensation de chaleur, ça peut être des micro-mouvements qui se font. Et puis, il faut noter que ça va dépendre du type de traumatisme. Les travaux de Peter Levine, ils distinguent notamment le trauma de choc et le trauma développemental. Okay. Or, ce dernier, tout ce qui fait partie du trauma développemental, qui sont des choses souvent répétées et qu'on a vécues dans l'enfance, ça ne se libère pas généralement par des tremblements, mais c'est plutôt vraiment ce long processus de régulation où le corps va petit à petit retrouver de la sécurité et relâcher ses tensions. Donc pour résumer, les tremblements involontaires, c'est une possibilité naturelle de décharge, mais c'est ni une étape obligée, ni une recette magique universelle. Okay. Le plus important, c'est la transformation par petites étapes qu'on laisse intégrer au fur et à mesure. Pas les grandes choses waouh. Si tu m'écoutes et que tu as déjà fait du TRE ou que tu veux en faire, c'est parfait. C'est un outil parmi d'autres, et plus j'avance sur ce chemin, plus je me rends compte que c'est jamais une seule modalité qui nous permet de guérir complètement. Et c'est pour ça que dans le programme Arise, j'ai intégré le travail somatique avec des éléments de la somatic experiencing, la compréhension de la biologie avec la théorie polyvagale, le travail avec les parts issus de l'IFS. Pour moi, c'est vraiment des incontournables et c'est toutes ces modalités ensemble qui font la force du programme. Mythe numéro 7, on guérit en relation et on ne peut guérir qu'avec les autres. On a été blessé en relation et du coup on guérit en relation. Cette phrase, j'ai pu la dire moi aussi. Elle a été popularisée par certains thérapeutes aussi. Et comme d'habitude, il y a du vrai là-dedans. Parce que nous, les humains, on est des animaux sociaux. On est fait pour être en relation. Et en même temps, il y a de nombreux traumatismes, l'abandon, la violence, des abus, qui ont été infligés par d'autres personnes. Donc en relation. Et donc les relations, elles peuvent être une énorme source d'activation pour certaines personnes. Et je sais que c'est le cas parce que vous me le dites souvent et qu'à chaque fois que je parle d'attachement, je crois que sur les réseaux sociaux, c'est les Reels qui marchent le mieux. Et c'est les épisodes qui ont très bien marché dans le podcast aussi, dès qu'on parle de relations, dès qu'on parle d'attachement. Et ce que je veux dire ici, c'est que les relations, c'est déjà trop pour ces personnes-là. Et pour d'autres personnes, c'est vrai aussi que retrouver un attachement sécure, la bienveillance d'un thérapeute, l'amour d'un partenaire, l'affection, ça peut avoir un énorme pouvoir de guérison. C'est absolument vrai. Mais dire qu'on ne guérit qu'en relation, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes déjà qui sont tellement déconnectées d'elles-mêmes et de leur environnement qu'elles doivent retrouver ça d'abord, avant de pouvoir sentir ce qui se passe en elles quand elles entrent en connexion. Que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit même juste avec le monde qui les entoure. Donc c'est pour ça que dans le programme Arise, on commence avec ça. Avec juste reconnecter, parce que la relation, ça vient parler de connexion, reconnecter à ce qui nous entoure. La pièce où on est, les plantes de ma maison, la personne à la caisse du supermarché, etc., etc. C'est par là qu'il faut commencer. Comment je me sens quand je suis en connexion avec l'autre ? Et déjà, juste que je dis bonjour à quelqu'un, à quelque chose de neutre comme ça, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon expérience ? C'est par là qu'il faut commencer. Donc non, on n'a pas besoin d'être en relation ou besoin d'être en couple pour commencer ce travail. Ça dépend des personnes. Il y en a pour qui ce sera aidant, d'autres pas. Si tu es en couple, c'est parfait, reste en couple. Je veux pas être responsable de séparation parce qu'il y a des personnes qui démarrent le programme Arise. Ce que je dis, c'est qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Okay, je débunk le mythe de on ne guérit qu'avec les autres. Non. Il faut se rappeler, et Gabor Maté l'explique très bien, que le trauma cause une déconnexion d'avec soi-même. Donc la guérison, ça implique de rétablir cette connexion intérieure. Ce que personne d'autre peut faire à notre place. Bruce Perry souligne aussi que sans un minimum de régulation interne à l'intérieur de nous, le bénéfice de la relation, il ne peut pas être pleinement intégré. En clair, si je suis complètement envahie par mon stress, on va prendre un exemple, même une personne qui est là en soutien, un ami, une amie qui est soutenante, bienveillante, cette personne, elle aura du mal à m'atteindre, elle aura du mal à arriver jusqu'à moi. Tant que j'ai pas appris à retrouver mon chemin vers un minimum de régulation pour recevoir le soutien.
On a déjà tous, toutes fait l'expérience de ça. Ton ou ta partenaire ou un proche essaie de t'aider, et même s'ils s'y prennent bien, en mode de quoi t'as besoin, voilà, qui sont vraiment présents à l'écoute, etc., on les renvoie dans leur 22. Et après, on réalise que oui, c'était peut-être pas cool, mais on pouvait pas faire autrement dans le moment. Je raconte juste cette anecdote, voilà, qu'on a tous et toutes vécue pour illustrer l'importance des deux formes de régulation. La régulation interne, donc à l'intérieur de moi, et la co-régulation qui, elle, se passe en relation. Et dans le programme Rise, on apprend à faire ça. On apprend à reposer des fondations solides pour ces deux formes de régulation, en commençant, comme je l'ai dit, par reconnecter avec notre façon de connecter à nous, au monde et aux autres. On travaille toujours avec ces trois éléments-là. Mythe 8, il faut se rappeler de tout pour guérir. Autrement dit, si j'ai pas de souvenirs, c'est mort pour moi. Non. Pourquoi ce mythe persiste ? Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des traumatismes et qui souffrent de ce qu'on peut appeler l'amnésie traumatique, de trous de mémoire, d'amnésie totale ou partielle autour d'événements. Et donc, il y a quelque chose de... J'ai besoin de retrouver ces souvenirs manquants. Puis il y a cette idée de faire un peu ressurgir le trauma caché, comme un passage obligé de ce chemin vers la guérison, vers la régulation. On imagine peut-être des séances d'hypnose, il y a des choses enfouies, puis il faut faire remonter à la surface, ok ? Et c'est intuitif, on veut comprendre pour guérir. Comment est-ce que je peux comprendre si je me souviens pas ? Or, la réalité, elle n'est pas celle-là. Même si elle est contre-intuitive, on sait qu'il est pas nécessaire de se souvenir de tout, ni même de se souvenir juste pour pouvoir se mettre en chemin vers la régulation. On va travailler avec notre expérience aujourd'hui. Et notre cerveau, il a la faculté, il a cette capacité de réprimer, de nous dissocier de souvenirs qui seraient trop douloureux. Et c'est une superbe stratégie d'adaptation. On ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui si on était en proie à des choses constamment à l'intérieur de nous, à des choses qui sont trop pour nous. Donc, forcer le fait de faire ressurgir des souvenirs, ça peut être contre-productif et c'est inutile, en fait, la plupart du temps. Et c'est pour ça que dans le travail somatique, on travaille aussi du bas vers le haut, et pas uniquement du haut vers le bas. En anglais, il y a ce bottom-up, du bas vers le haut, et puis top-down, du haut vers le bas. Il y a vraiment ces deux approches. On fait les deux, ok ? Et c'est important aussi de partir du corps. Soma, c'est le corps en latin. C'est ça que ça veut dire le travail somatique. Qu'est-ce que je fais ? J'entraîne ma capacité à ressentir. Et plus je suis en mesure d'accueillir les choses, plus mon système nerveux va retrouver du flow, plus les choses se remettent en mouvement, je sors du figement et les souvenirs qui ont besoin d'émerger émergeront. Dans notre programme Rise, j'utilise la métaphore des ballons dans une piscine pour expliquer ça. C'est une métaphore qui est super parlante. En attendant, ce que tu dois retenir ici, c'est que cette façon de travailler, elle permet de toujours respecter sa capacité. Et c'est ça qui est superbe, c'est-à-dire que c'est organique. On ne force pas le processus. Plus j'ai de capacité, plus les choses elles vont émerger. C'est vraiment mon système nerveux autonome, il sort les dossiers, les uns après les autres, quand je suis capable de les traiter. J'en avais déjà parlé dans le podcast en lien avec mon histoire personnelle. J'ai plein de souvenirs qui sont revenus avec ce travail. Ma mémoire, elle avait effacé tous les souvenirs associés à la peur de mon enfance. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais anxieuse, pourquoi j'étais en hypervigilance. Tout le temps pressée, tout le temps go, tendue comme ça. Et ces souvenirs, ils sont revenus petit à petit au fil du travail dans le corps et du travail avec les parts de moi aussi, qu'on fait aussi dans le programme Rise. Pour caricaturer, une comparaison qui est marquante et qui est très parlante, on n'a pas besoin de se souvenir de la couleur de la voiture de l'accident pour que le corps il arrête de paniquer en voiture. Peu importe. Ok ? Et on rappelle vraiment que les parts protectrices de nous, notre cerveau, s'il a choisi d'oublier, c'était pour survivre. Donc le but, c'est pas d'aller coûte que coûte contre ce mécanisme de protection, mais c'est vraiment de travailler avec qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience ici et maintenant, et de faire confiance à mon expérience. Pour moi, ça a été vraiment de me faire confiance et de dire j'ai de l'anxiété là maintenant, et d'arrêter aussi de sans cesse me critiquer, d'amener encore des couches de honte là-dessus en disant t'as que des souvenirs heureux et puis t'as cette anxiété, etc. T'es vraiment nul, c'est incompréhensible, etc. Non, je fais confiance à mon expérience, je fais confiance à mon corps d'une certaine façon, là il y a de l'anxiété. Bon,
Ok, je vais travailler avec ce qui est là maintenant et puis on va voir. Et effectivement, il y a plein de souvenirs qui sont remontés et qui sont toujours remontés. Ça, je veux vraiment le dire parce que peut-être qu'il y a certaines personnes, voilà, vous m'écoutez ici, puis peut-être que vous hésitez à vous engager dans le Rise et peut-être une des peurs, c'est que ce soit trop, qui est comme tout qui remonte en même temps. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Ça a vraiment été pour moi ce processus incrémental, hein, graduel. Ah, tiens, quelque chose qui revient. Ah, puis un autre jour où je fais une autre pratique. Ah oui, il y avait ça aussi. Voilà, et ça pouvait être une sensation, ça pouvait être une image, ou même le souvenir d'une odeur, enfin voilà. Donc, et cette qualité, elle est libératrice. Débunker ce mythe, c'est super important. Parce que ça veut dire que si tu es une personne qui n'a pas de souvenirs ou peu de souvenirs, tu peux entamer ton chemin vers la régulation et tu peux guérir pleinement. Okay, il n'y a pas besoin d'attendre un miracle de mémoire pour commencer ce travail. On travaille avec ce qui est accessible aujourd'hui et on a confiance que notre système nous présentera ce qu'on peut gérer petit bout par petit bout. Et je te demande de me croire ici, quand on fait ce travail correctement, c'est ce qui se passe. Mythe numéro 9 et dernier mythe pour cet épisode qui était en 2 parties. Tout ce dont tu as besoin, c'est de développer l'amour de toi. Alors, pourquoi ce mythe y persiste ? L'idée que l'amour de soi guérit tout, elle est super répandue dans le développement personnel. Et on la retrouve sous toutes ses formes. Hein. Aime-toi toi-même, c'est la clé de la guérison. All you need is love, etc., etc. Love and light. Or, il y a plein de personnes que j'appelle les personnes love and light dans le développement personnel et qui sont des personnes encore complètement traumatisées, qui tirent les cartes, qui font 1000 cercles de femmes, des cérémonies du cacao, qui te disent tout est juste dans l'univers, mais qui savent pas poser leurs limites. Et tous ces trucs love and light, c'est des stratégies d'adaptation. Ça, ce sont les personnes que tu vois peut-être sur les réseaux, en story, etc., avoir des routines du matin longues comme le bras. Et c'est des personnes, si elles n'ont pas leur matcha, leur journaling, le yoga, qu'elles purifient pas la pièce avec du palo santo, qu'elles n'ont pas leur petit jus à l'extracteur, qu'elles n'ont pas leur bouillon d'os, leur avocat au petit déjeuner, etc., elles peuvent pas fonctionner. Mais c'est pas ça la régulation. Si je ne peux pas fonctionner sans 1237 rituels chaque matin, j'ai pas de résilience. Encore une fois, je ne dis pas que tout ça n'est pas bon. C'est super. Moi-même, j'adore faire mon matcha, je me tire une carte parfois et j'adore faire ça. Mais je le fais parce que ça me fait plaisir. Je sais que c'est bon pour moi. Et si je le fais pas, je vais être OK aussi. Donc c'était une petite parenthèse parce que c'est souvent les personnes qu'on entend dire « Ah, love is all you need, voilà, tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour et apprends à t'aimer, etc. » Et il y a une part de vrai là-dedans, dans le sens où les personnes qui ont traversé le trauma, souvent, elles portent énormément de honte, voire elles souffrent de haine d'elles-mêmes. Elles se dévalorisent, elles ont une estime d'elles qui est pas une bonne estime d'elles, une faible estime de soi. Donc oui, c'est super important. Et Nicole Lepera, de Holistic Psychologist sur Instagram, elle en parle très bien quand elle parle de commencer par respecter des petites promesses envers soi-même, surtout au début de ce chemin-là. Et une petite promesse, ça peut être écrire une ligne dans mon journal chaque matin, ou boire un verre d'eau chaque matin. Et puis je vais faire ça, puis petit à petit, je vais développer ce sentiment de fierté, de je l'ai fait. Okay, c'est top. Et en même temps, on ne peut pas s'arrêter là. C'est pas assez. Ça, c'est juste le début du chemin. C'est pas cette ligne dans ton journal qui va permettre à ton corps de faire à nouveau l'expérience de la sécurité. Donc non. Love and light, juste l'amour de soi, le matcha, le yoga, les oracles, ça suffit pas pour réguler son système nerveux en profondeur. Désolée. Et beaucoup de personnes utilisent ça comme pansement. Or, si tu mets un pansement sur une plaie infectée, en surface c'est joli, mais en dessous le problème demeure. Et Gabor Maté, il en parle aussi de ça. Il note qu'il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des traumas qui savent intellectuellement « Ah, je devrais m'aimer », mais elles n'y arrivent pas. Aussi tant qu'elles n'ont pas libéré la douleur, qu'elles ont refoulé toute la honte qui a été absorbée. Autrement dit, l'amour de soi authentique, je vais l'appeler comme ça, c'est souvent le résultat de la guérison. Beaucoup plus que le point de départ. Ah, c'est ce dont tu vas avoir besoin pour guérir. Non, c'est le résultat. Dans le développement personnel, on confond la ligne d'arrivée et la ligne de départ.
c'est parce que tu fais le travail de régulation et le travail sur la honte toxique qu'on fait dans le programme Rise que tu vas arriver à l'amour de toi. Et je vais l'appeler l'amour de toi authentique pour le différencier du love and light. Et souvent, il y a un long chemin pour en arriver là. Tellement d'émotions, tellement de sensations, peut-être des images, des souvenirs, plein de fondations à reposer aussi. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Et c'est tellement beau quand on commence à nouveau à ressentir ça. Je pense ici, j'ai en tête tellement de personnes dans le programme Rise, des participants, des participantes qui disent « Ah, je me critique moins. Ah, je peux me regarder dans le miroir. Je pouvais plus me regarder dans le miroir pour certaines personnes. Waouh, waouh. » C'est la ligne d'arrivée, ça. Je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne d'arrivée dans la guérison, mais c'est le résultat de ce travail de régulation. Et notamment du travail sur les empreintes de honte toxique, qui est un gros morceau au programme Rise. Nous voilà arrivés à la fin des 9 mythes. Je ne sais pas si toi aussi t'as cru qu'on n'y arriverait jamais. C'était long, 9 mythes, mais c'était très important. Je crois que c'était super important. C'est super important de déconstruire ces mythes pour clarifier aussi ce qu'on peut vivre sur le chemin vers la régulation, sur ce chemin de guérison des traumatismes. À l'heure où je parle, à l'été 2025, la 9e édition du programme Arise commence bientôt. Et donc, je voulais vous donner une idée de la façon dont on travaille et ce à quoi tu peux t'attendre en fait en rejoignant le programme. Donc si tu te sens appelé ou si tu veux juste plus d'infos, je t'invite à te rendre sur la page du programme qui est hyper détaillée. Il y a le curriculum détaillé avec les contenus aussi des séances de groupe, toutes les questions les plus fréquemment posées, des témoignages, etc. Il y a tout ce dont tu as besoin sur cette page pour décider si c'est pour toi ou pas. Et n'oublie pas non plus, on est en juillet 2025 au moment où je parle. Et les 2 premières semaines d'août, donc ça commence la semaine prochaine, on a 2 masterclass spéciales gratuites. C'est vraiment la première fois que j'offre ça, j'ai jamais fait ça. Auparavant, ça va être extrêmement riche en termes de contenu, en termes de pratique. Donc clique sur le lien dans les notes de l'épisode, sous la vidéo si tu es sur YouTube, dans les notes de l'épisode si tu m'écoutes sur une autre plateforme, pour t'assurer de ne pas rater ça. Réserve ta place. Merci d'être ici, à très vite et on se voit de l'autre côté pour les personnes qui vont se lancer dans cette grande aventure de transformation qui est Arise.